Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir Marie-Caroline, toujours Marie-Cade, votre nom de guerre, on ne change pas un nom comme ça, on le garde. Donc ravi de vous revoir pour cette nouvelle émission et je précise, parce qu'on a eu quelques demandes à la radio, qu'elle sera rediffusée lundi prochain, donc le 10 avril à la même heure. Cette année, on va parler, enfin cette année, ce soir, on va parler avec vous comment être sûr d'être prêt à investir. Et tout à l'heure, on aura un édito sur le private equity. Donc les deux sont à peu près dans la, dans la même veine et dans la même chose. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Comment est-ce qu'on doit s'assurer que nous-mêmes, on est prêt à investir ou comment est-ce qu'on doit s'assurer qu'on est prêt à aller dans cet investissement? C'est quoi le thème exactement que vous voulez développer? Donc, c'est vraiment une question de stratégie et de se poser les bonnes questions avant nécessairement de réfléchir au comment, c'est-à-dire comment on va investir, quel produit, etc. Donc, en fait, évidemment, le comment est important, mais en fait, avant le comment, il y a plein d'autres choses à penser. Et donc, j'ai fait une petite liste pour un peu vous guider. Donc, la première chose, c'est bien sûr connaître ces chiffres. Ça, je le répète souvent, c'est le B à bas, le numéro un. Il faut connaître ses revenus, ses dépenses par poste, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va impacter tout le reste. Et la première chose que ça impacte, c'est par exemple le fonds d'urgence. Donc ça, c'est un multiple de nos dépenses mensuelles qu'on veut mettre de côté, encore une fois, juste pour se sentir bien et avoir de la sécurité. C'est pas le but vraiment d'investir et donc de rapporter de l'argent, c'est vraiment pour notre bien-être. Et donc, ce chiffre, il dépend de nos dépenses, donc l'intérêt de connaître du coup ces chiffres. Puis, il faut pas non plus avoir de mauvaise dette. Donc, la mauvaise dette, on avait déjà fait un épisode dessus. C'est de la dette qui coûte 20-30%, etc. C'est hyper cher. Et donc, du coup, il faut vraiment rembourser cette dette avant d'investir. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours mettre en parallèle pourquoi on investit et qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut avoir avec l'investissement. Si c'est pour gagner du 5% alors qu'on en paye 25 de l'autre côté, bah, faut mieux rembourser les 25% que essayer de gagner 5. Alors, attendez, Puis après, je vais tout de suite vous arrêter là. Je vais faire deux remarques. D'abord, une citation de Pascal. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. mm, Ça, c'est pour donner le thème. Et la deuxième, il y a aussi des tempéraments et des caractères qui font qu'il y a des gens qui ont besoin de se forcer. C'est-à-dire qu'il y a il y a des gens qui ont besoin de se dire, voilà, moi, je vais maintenant faire cette épargne, parce que si je ne me force pas, je ne la ferai jamais. Et si je raisonne de manière technique et de manière comptable, oui, Marika, vous avez raison, je devrais d'abord rembourser mon espèce de revolving à la con à 14%, mais si je le rembourse, je n'épargne pas et je sais que je n'épargnerai pas. Alors que me sentant un peu forcé, un peu contraint, un peu bousculé, un peu obligé, je vais tout faire. Donc, je ne suis pas dans une logique comptable, je ne suis pas dans une logique financière, je ne suis pas dans votre logique des mathématiques. Vous avez raison, mais pour moi, si je ne fais pas ainsi, je ne pourrai pas faire. mhm. Donc, pour moi, le fait d'épargner ou le fait de rembourser de la dette, en fait, c'est la même chose. C'est se forcer parce que rembourser de la dette, c'est pas si facile que ça. Et donc, du coup, c'est vraiment une question de se rendre compte de comment on va le faire. Et clairement, il y a de l'effort. Et en fait, on parle de valeur nette souvent en termes de qu'est-ce qu'on vaut, même si c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais donc, en fait, ce qu'on vaut, c'est toute notre épargne moins ce qu'on doit. Et donc, en fait, le fait d'épargner plus ou le fait de devoir moins, au final, ça impacte les deux dans la même chose. Donc, au final, on est plus ou moins d'accord. C'est juste comment l'argent est alloué. Donc après, il faut réfléchir à son pourquoi. Donc ça, encore une fois, qu'est-ce qui nous motive, de quoi on a envie, pourquoi on veut faire travailler son argent, parce que c'est ça qui nous donnera de la motivation et qui nous permettra de continuer si on a un petit coup dur ou si ça ne se passe pas exactement comme on veut. Puis après, il faut réfléchir à ses buts financiers. Et ces buts financiers, on peut en avoir de différentes sortes. Il peut y avoir des courts termes, des moyens termes, des longs termes. C'est intéressant de les catégoriser comme ça, puisque le taux d'horizon va permettre de prendre plus ou moins de risques, puisque en général, plus on est à long terme, plus on va prendre de risques. Et aussi, il faut bien les définir. Donc moi, avec mes clients, par exemple, on utilise souvent la méthodologie SMART, qui permet en fait de passer de l'idée, un jour, il faudrait que j'ai ci, à, OK, maintenant c'est vraiment un but et je travaille pour arriver à ce but. Euh, Après,
la question suivante qu'il faut se poser, c'est quelle somme d'argent est-ce qu'on est prêt à investir? Donc, encore une fois, on a notre épargne de précaution qui est sur le côté. Et après, qu'est-ce qui reste? Donc, il y a une question sur l'épargne accumulée et quelle portion on est prêt à faire travailler, mais aussi dans notre effort d'épargne qui est cumulatif tous les mois, combien on est prêt à investir par mois dans le futur. Et encore une fois, bah, ça dépend de ces chiffres. Du coup, encore une fois, la nécessité de bien connaître ça. Donc après, une fois qu'on sait quel argent on veut investir sur l'épargne cumulée et dans le futur, on va se demander quel type de risque on est prêt à prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rendement sans risque en général. Et donc, plus on est à long terme, plus on peut en prendre. Mais encore une fois, il faut être conscient des différences entre être risque averse, c'est-à-dire je ne veux pas de risque, avec risk aware, qui est juste je suis conscient qu'il y a des risques et je suis prêt à les prendre. Donc ça, c'est deux Alors, notions qui sont bien différentes. juste une petite remarque. Est-ce que les différentes crises qu'on a passées doivent pas nous montrer que c'est fini le sans risque? Ça l'a peut-être toujours été, mais de toute façon, il n'y a aucun placement sans risque. Il y a des placements avec beaucoup moins de risques que d'autres, mais quand quelqu'un parle aujourd'hui de sans risque ou de garantie, bon, on s'est rendu compte que quand on était garanti, en fin de compte, le risque, c'était le niveau de la garantie et la solidité de la garantie, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de garantie suffisamment solide. Dernier exemple avec le Crédit Suisse, où tous les traders obligataires, bah, ils ont sauté au plafond en voyant ça, puisque c'était techniquement impossible ce qui a été fait, et pourtant ils l'ont fait en 15 minutes. Mm. Alors, comment vous appréhendez-vous ce sans risque et avec risque? Je suis complètement d'accord que pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de sans risque. Et même sans risque, en fait, peut-être que le capital est protégé, mais au final, vu qu'il y a de l'inflation, on perd quand même. Donc, complètement d'accord avec vous. Comment le capital peut être protégé? Parce que moi, ce que je dis, je vais plus loin que vous. Moi, je dis, le sans risque n'existe plus, si tant est qu'il ait un jour existé. Mais aujourd'hui, je dis, il n'y a pas de sans risque. Il y a des placements avec des risques microscopiquement faibles, extrêmement faibles, mais le sans risque n'existe plus. Et s'il y avait une crise, même cette garantie de 100 000 euros sur les comptes en banque, elle pourrait sauter. Enfin, elle pourrait sauter. Le gouvernement pourrait dire c'est pas 100, c'est que 95 ou 90 parce que la situation l'exige. Et pour chaque placement, on peut voir comme ça. Donc moi, ce que j'affirme aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis il n'y a pas de sans risque. Il y a aujourd'hui des placements avec extrêmement peu de risques et des placements avec un peu plus jusqu'à énormément de risques. Est-ce que vous partagez ou est-ce que vous pensez qu'on peut toujours qualifier de sans risque certains placements? Non, je suis assez d'accord avec vous. En théorie, les 100 000 euros de protection, clairement, encore une fois, si vraiment il y a une énorme crise, qu'est-ce qui... Ouais, est-ce que ça sautera pas? Donc, non, d'accord, je suis d'accord avec vous. Allez, parfait. Faut mieux être, Ça faut me mieux rend être toute sur chose, le. Marika, que vous soyez d'accord. Donc voilà, donc après, quand on a défini un peu le risque qu'on veut prendre, du coup, il faut regarder le type de produit ou de stratégie qui convient avec son implication. Donc, l'implication, c'est-à-dire le temps qu'on veut y penser, passer. Donc, si on va faire, par exemple, du stock picking, apprendre investir sur des boîtes spécifiques, bah, ça prend du temps, alors que si on investit sur des fonds, ça en prend moins. Pareil, notre vision. Est-ce qu'on veut faire du passif ou est-ce qu'on veut faire de l'actif? L'actif, c'est en général quand on pense qu'on peut faire mieux que le marché, alors que le passif, on est juste content d'avoir la performance globale. Et puis, notre vue du marché, par exemple, si on a une préférence sur un type d'actif, pourquoi? Parce que, on est plus à l'aise en termes de connaissances, ou alors une zone géographique qui nous parle plus, pourquoi? Parce que on y a vécu, ou on a plus de connaissances, etc. Donc, c'est toutes ces questions qui découlent en fait après du comment. Et donc, le comment, après, ça va être de trouver le bon produit qui permet bah, d'être pas nécessairement impliqué, oui ou non, d'aller avec notre vision, etc. Et donc, une fois qu'on a fait cette stratégie, encore une fois, le but, c'est d'automatiser pour que bah, il n'y ait pas de charge mentale et qu'il y ait des virements automatiques qui soient faits pour aller justement directement dans nos buts. Pourquoi? Parce que
dans l'idéal, on a toujours envie d'être impliqué, mais au final, bah, la vie fait que peut-être qu'il y a un mois, on sera en vacances et du coup, on va pas investir, ce genre de choses. Donc, si c'est automatique, on n'y pense plus. D'accord. Alors, si on résume un peu, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est d'abord se mettre, on va dire, en ordre de bataille avant d'aller à la bataille, savoir que si on va à la bataille pour placer, le sans risque n'existe plus. Il vaut mieux abandonner complètement l'idée. On va donc avoir des échelles de risque. Et d'ailleurs, ce que fait l'AMF en parlant d'une échelle de 1 à 7, je crois, on est comme ça, on est dans la graduation. Alors, c'est vrai qu'il y a des produits où on peut dire il n'y a quasiment pas de risque, voilà, parce que c'est jamais arrivé, parce que ça ne veut pas, mais sérieusement, on ne peut plus considérer qu'il y a pas de risque. Et j'ai envie de dire que même dans les recettes de grand-mère, donc mettre de l'argent sous le matelas, vous pouvez vous le faire voler. Mettre votre argent en or, vous pouvez vous le faire voler. S'il est conservé dans une banque pour votre compte, et même si la banque vous garantit qu'elle a la contrepartie physique, il peut être saisi ou il peut être bloqué. On l'a vu dans d'autres temps, on l'a vu dans d'autres pays, et on a vu des choses comme ça. Donc, abandonnons cette idée de sans risque et ne gardons pas le sans risque comme une échelle de valeur. Donc, le risque est bien une échelle de valeur, et c'est bien, on peut dire un peu, beaucoup passionnément, un petit peu comme une gazinière, feu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais je pense qu'il faut abandonner cette idée-là. Et ensuite, donc maintenant, le cœur du sujet, une fois que tout ça est prêt, on va vers l'investissement parce qu'on est prêt, et la résultante de cet investissement sera l'épargne, sera le patrimoine, sera le capital. Et là, on reprend les émissions passées avec de la diversification, avec de la raison, avec du conseil si besoin est, sans conseil pour ceux qui sont capables de s'en passer ou pour ceux qui veulent s'en passer. Mais disons que, en fin de compte, on fait maintenant la première étape qui est on doit d'abord se mettre en ordre de bataille avant d'aller à la bataille. Alors, est-ce C'est que bien je vous ai ça. bien résumé? C'est exactement ça. Et du coup, pour passer, une fois que la stratégie, etc., est faite, évidemment, la diversification hyper importante, puisque, encore une fois, si on a, je sais pas, deux comptes, enfin, ou deux sociétés financières, bah, du coup, on a possiblement plus de garanties si jamais il y a un crash, enfin, ce genre de choses. Donc, clairement, diversification hyper importante aussi. Ok, super. Allez, j'ai une dernière question, un petit peu piège pour vous. Et vous savez d'où vient l'expression faire la cour? Oula, non. Alors, dans les royaumes, et surtout Louis XIV, à Versailles et tout, les nobles qui voulaient plaire au roi faisaient la cour, c'est-à-dire étaient présents dans la cour que le roi organisait. Et faire la cour voulait dire être présent pour pouvoir courtiser le roi et avoir ses faveurs. Voilà d'où vient l'expression faire la cour. Et j'enchaîne sur mon édito, les grands du private equity font la cour aux partis. Dans les années 2000, le private equity a fait une tentative de s'installer dans le paysage de l'épargnant, mais sa forme traditionnelle a vite été éclipsée par des fonds fiscaux, FCPI, FCPR, FIP, qui venaient réduire l'IR, l'ISF et l'IS. Les Français, par l'odeur alléchée, s'y jetèrent corps et âme pour le plus grand bonheur des collecteurs, des bénéficiaires et des ministres de l'époque, fiers de leur réussite. Mais personne, ou presque, ne fit de belles rentabilités. En tout cas, très loin des 15% et plus de TRI annoncés par les grands Carlyle, CVC, Apax, du private equity. Ces derniers n'avaient pas vraiment besoin d'argent des particuliers et allèrent en chercher ailleurs. Ils trouvèrent plus que de besoins et même plus que de raisons. Dans le même temps, la baisse des taux donnait un accès très facile au financement, jusqu'à trouver des financements pour zéro ou presque. Mais toutes les histoires, même les plus belles, ont une fin. Les résultats vont baisser, l'argent rentre plus difficilement, et les institutionnels et grands groupes n'ayant plus accès à un crédit quasi gratuit vont avoir besoin de leur argent. Cela raréfie l'argent. Et comme par magie, tout le monde se rappelle que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que 1000 clients à 100 000 euros font 100 millions d'euros. Le bal est ouvert. Est-ce le moment de danser? Nous pensons que oui. Mais avant de vous expliquer pourquoi, nous allons voir ce que nos invités en pensent. Allez, David, on commence par vous.
Alors, le non-coté, d'abord, est-ce que vous en faites chez Senso? David, il va falloir voilà, activer le micro. Est-ce que vous faites du non-coté chez Senso? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous pensez en faire un jour? Est-ce que c'est un métier différent? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez vous-même du non-coté et comment vous voyez le non-coté s'inscrire dans cette nouvelle donne? Alors, chez Sanso, on a un véhicule d'actifs non cotés que nous abordons, le non coté, nous l'abordons sous l'angle de la multigestion. Vous savez que la multigestion, c'est l'une de nos expertises historiques et donc nous l'avons appliqué au non coté pour justement participer à cet effort de démocratisation des actifs non cotés, puisque comme vous le savez, quand on parle de démocratisation, ça veut dire qu'on s'adresse à des patrimoines certes conséquent par rapport à la moyenne de nos concitoyens, mais malgré tout, voilà, pas aux plus fortunés d'entre nous, ce qui veut dire que on sait qu'on s'adresse à des clients qui ne vont pas pouvoir réaliser forcément 5 ou 6 investissements en non cotés différents chaque année. Donc, en fait, ce que l'on a fait, c'est une stratégie assez simple dans laquelle on regroupe 5 stratégies sous-jacentes, ce qui permet, voilà, effectivement, avec un ticket de 100 000 euros, d'accéder à 5 fonds d'actifs non cotés, infrastructures, immobilier, etc. Donc ça c'est ce que l'on fait. Maintenant, sur le sujet donc du private equity destiné aux particuliers, je pense qu'il y a un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. C'est-à-dire que c'est une classe d'actifs qu'il ne faut pas aborder pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est que, un petit peu comme avec l'immobilier, le private equity a cette particularité que on ne voit pas la valeur de ces actifs évoluer au jour le jour. Alors que dans un portefeuille d'actifs cotés, bah, tous les jours, vous avez des cours différents et vous voyez l'impact à la hausse ou à la baisse. Et cette absence de visibilité est souvent assimilée par les clients privés comme une absence de volatilité. Et c'est là où je suis bien entendu absolument pas d'accord. Et je pense qu'il faut bien voilà, il faut bien aborder cette classe d'actifs. Le private equity, c'est une excellente classe d'actifs. Les actifs non cotés, excellente classe d'actifs, mais c'est une classe d'actifs qui est extrêmement risquée. C'est d'ailleurs pour cela que les rendements sont aussi attractifs lorsque tout se passe bien. Et je mets bien ce disclaimer, lorsque tout se passe bien, puisque on voit que dans les fonds de private equity, il y a une disparité qui est énorme entre les meilleurs performeurs et les moins bons. Il ne faut pas oublier que dans le private equity, un investissement qui ne marche pas, bah, ça peut valoir zéro complet. Voilà. Alors que un fonds d'actifs cotés qui ne marche pas, bon, bah, voilà, il va faire -30, -40. Voilà, c'est très désagréable, c'est très mauvais. Mais voilà, malgré tout, c'est pas l'anéantissement total du capital. Donc, en diversification, oui, c'est très clairement une classe d'actifs qui n'est pas assez travaillée et assez comprise des épargnants. Donc, je pense que c'est effectivement quelque chose de bien, mais il faut bien l'utiliser comme tel, c'est-à-dire une classe d'actifs qui est très risqué et qui va du coup délivrer, lorsque tout marche bien, des performances qui sont très bonnes. Voilà. Allez, Donc voilà ce que j'aurais à dire. ok. Allez, on va passer à David Virba. Alors, David de Varenne Capital. Donc, Varenne Capital, on les connaît bien. C'est des fonds qu'on met en avant. Ils sont venus nous voir plusieurs fois pendant nos émissions. Donc là, à ma connaissance, c'est pas trop votre spécialité, David, mais comme tous les gens intelligents, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on doit se taire. Alors, on vous écoute, David. Merci Bernard, merci de me recevoir. Oui, absolument. C'est pas notre spécialité, on n'en fait pas chez Varenne, mais ça, déjà, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on fait, puisque nous, on dit qu'on applique des techniques du private equity à l'univers du côté lorsqu'on sélectionne des entreprises. Donc, on est quand même des cousins éloignés. Ensuite, je vais essayer de pas paraphraser ce qu'a dit David, que je partage évidemment, mais c'est une nouvelle classe d'actifs. Il y a une émergence depuis quelques années pour les classes d'actifs euh, qui n'affichent pas de liquidité. Je pense à l'immobilier, je pense aux produits structurés. Alors nous, qui gérons des fonds cotés, on en parlera tout à l'heure, je crois, on est noté tous les jours. Eux ne sont pas notés tous les jours. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de notes. Donc il faut se méfier de ça. Euh,
parce que dans le fond, comme le disait David, ça peut aller à zéro. En diversification, pourquoi pas? Je pense que c'est très intéressant d'en avoir en diversification, comme les autres classes d'actifs que j'ai citées juste avant. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas être trop surexposé à cette classe d'actifs, parce que ça peut être dangereux. Et ensuite, oui, il y a des zones de risque. Il y a des zones de risque liées à la liquidité, liées aux frais qui peuvent être importants, parce que si on donne accès à des particuliers, une classe d'actifs qui avant ne l'était pas, et bah, a priori, on superpose quand même des couches de frais. Donc ça peut coûter cher, il faut faire attention. Alors attendez, Euh, là, je vous interromps. C'est ce que toutes les sociétés de gestion font. Lorsqu'on C'est ce que vous faites vous aussi, même quand on a des fonds purs. En fin de compte, les titres que vous avez dans vos fonds, un particulier pourrait les acheter. Donc vous lui dites, ne vous occupez pas de la sélection, on a une équipe qui sélectionne, et puis vous prenez 2, de 20, de 30, enfin, pour faire vous le prenez travail, ça. absolument. Mais Absolument. après, les gens qui font des fonds, ils vont vous dire, ah, ben nous, on va pas prendre de frais sur le fond, mais on va en prendre de frais sur l'assemblage, parce que nous, on est des assembleurs. Enfin, il est normal. Donc là, on a une classe d'actifs où les gens ont l'habitude de vendre par ticket de 5 millions, de 6 millions. Tout d'un coup, ils vous disent, on va vendre par ticket de 100 000. Enfin, c'est pas, ils vous disent, c'est un assembleur crée une plateforme, organise en disant, je vais avancer 100 millions ou je vais garantir que je lèverai 100 millions. Ensuite, je vais aller chercher mes petits ruisseaux, mes 1000 à 100 000. Bah, il faut bien payer tout ça. Donc, il va mettre non pas une couche de frais, mais il va répliquer son coût étant son vrai coût, plus sa marge, comme n'importe qui. Mais un particulier qui n'a pas 5 millions doit passer par un espèce de grossiste. Mais c'est la même chose dans le vêtement. Dans les magasins, ils vont ou acheter chez les grossistes, ou ils vont acheter chez les fabricants, ou ils font des méga ultra centrales d'achat et ils ont leur propre usine. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille aller vers cette direction. Mais je vous ai coupé, je vous relève Non, non, pas. mais bon, en tout cas, passons sur les frais. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a des zones sur lesquelles il faut faire attention. La liquidité notamment, le fait de ne pas être noté tous les jours, comme je disais. Après, en diversification, c'est une très bonne classe d'actifs. Ça permet aux clients finaux d'investir sur des actifs réels qui sont parfois un petit peu plus palpables que dans ce qu'on fait nous, c'est-à-dire d'aller investir dans des actions. Donc voilà, on a un avis assez positif en diversification, en faisant attention quand même à la surexposition éventuelle. Alors, on va passer à Maël. Alors, Maël, je vais changer la question parce que, donc, vous, Maël, vous êtes assureur et Mmh. j'ai envie de dire, donc ces nouvelles plateformes qui saucissonnent en fin de compte ou qui répartissent différemment, elles vous harcèlent. Alors, comment on sait qu'elles vous harcèlent? Parce qu'elles nous harcèlent, nous, en nous disant va voir Maël et dis-lui qu'il mette mon fonds dans son assurance. Il faut que je rentre, il faut que j'ai cette capacité à récupérer de l'argent. Donc, comment est-ce que vous voyez cette soudaine arrivée ou cette nouvelle arrivée beaucoup plus massive qu'avant? D'abord, est-ce que vous la voyez d'un bon œil? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous intégrez ça dans votre offre d'assureur? Bonjour Bernard. Déjà, c'est vous qui donnez mon numéro à tout le monde alors? C'est C'est votre ça, faute? c'est ça. Et on va l'afficher. Euh, Là, non, blague à on va part, non, l'afficher. blague à part, c'est intéressant parce que ça permet, c'est vrai, d'atteindre une certaine diversification dans son contrat. Là où je trouve que le Luxembourg est pragmatique, c'est que ce type d'actif n'est accessible que pour une certaine typologie de clients, les clients dits avertis. Donc au Luxembourg, on parle de clientèle de type D, donc avec un certain montant dans le contrat et un patrimoine financier assez important, ce qui permet de considérer cet investissement comme une petite quote-part du patrimoine global. Déjà, je trouve que ça permet déjà de faire un premier filtre. Ce filtre étant réalisé, le fait de ne pas imposer au client de mettre, par exemple, si un client fait un contrat très important de 2 millions d'euros, par exemple, le fait, historiquement, sur ce type de fonds, c'était 1 million d'euros minimum par client, enfin, il pouvait faire une souscription, quoi, quasiment, un seul fonds. Et donc aujourd'hui, les années passant, on est passé à 500 000 euros minimum, 250 000 euros, et maintenant on en est à 100 000 euros minimum. Donc pour un client à 100 000 euros, c'est vrai que c'est intéressant, comme le disait David, d'avoir une certaine diversification. Il peut faire par exemple 3-4 fonds, ce qui permet d'avoir une bonne diversification. Je repointerai du droit et je reformulerai ce qui a été dit quand même avant. Le manque de liquidité, ça implique quoi? Ça implique que cet investissement, en général, on investit pour une période allant de 5 à 12 ans. C'est énorme. C'est-à-dire que pendant 5 à 12 ans, on peut pas récupérer ses fonds. Du coup, 100 000 euros, on se dit, dans un patrimoine d'un cadre supérieur, on se dit, je peux me permettre d'immobiliser 100 000 euros.
Mais il faut être conscient que ces 100 000 euros, ils ne risquent pas de les revoir avant 10 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus 10 ans vu que c'est devenu plus difficile. Donc, Alors, ces choses. je vais juste vous interrompre sur quelque chose, parce que ça, c'est un débat qui vient souvent. C'est bloqué, c'est pas liquide, c'est pas truc. Donc, euh, moi, ce que je constate après plus de 30 ans de métier, c'est que c'est une crainte, dans la plupart des cas, non fondée. C'est-à-dire que quand vous allez voir des gens et que vous leur parlez de long terme, ah, ben, je ne sais pas ce que je serai là, je ne sais même pas si je serai là, vous savez moi ci, vous savez moi ça. Et quand vous constatez et que vous regardez les comptes, c'est-à-dire quand vous avez une relation avec un client et qu'un jour un client vient et met de l'argent, et ben vous constatez que le compte, il y a toujours de l'argent et que vous pouvez garder 15 ans, 20 ans. Alors il y a quelques exceptions avec des gens qui changent radicalement de vie, avec des gens qui, à un moment ou à un autre, font un achat immobilier massif, et donc ils vont, entre guillemets, craquer, et là, ils vont tout retirer et s'acheter un château, un chalet, ou quelque chose dont ils rêvaient, ou quelque chose dont ils n'ont pas vraiment les moyens. Mais en règle générale, on va dire, on a cette courbe de poisson, là, de courbe de Gauss, tranquille, vous avez 80% de vos clients qui gardent des sous. Et donc, l'illiquidité, si elle est rémunérée ou si elle amène de la sécurité, elle est absolument pas gênante. Même si c'est une crainte, et là, je vous l'accorde, Maël, qui est répétée systématiquement par tout le monde. Quand j'ai commencé, on vendait beaucoup d'épargne retraite. Tous les gens, ils nous disaient, vous savez, la retraite, on s'en fout, on ne sera pas. Et ben maintenant, on y arrive. En tout cas, pour ma génération, on y arrive tout doucement. 2 ans plus tard, mais vous y arriverez. Mais en fait, Ah, blague à part, vous seriez surpris par le nombre de cas. Alors, c'est pas une grande majorité de cas, mais ça reste anecdotique. Mais vous seriez quand même surpris par le nombre de cas qu'on va passer, nous, où le client, finalement, il veut sortir avant l'échéance et il ne se rappelait plus que c'était bloqué aussi longtemps. Donc ça, c'est votre boulot à vous, c'est pas le nôtre, mais c'est votre boulot à vous de ah, mais ça, c'est sensibiliser un maximum les non, mais clients ça, c'est sur le. parfaitement, ça, c'est tout à fait classique. C'est tout à fait classique. C'est juste le client qui a oublié. Il a oublié parce Oui, que oui. il a d'abord les documents qu'on lui a envoyés, il les a pas lus. Donc, il a lu le mail de résumé qui faisait 15-20 lignes. On lui a dit que c'était bloqué. Il a dit oui, oui, bon, ben, c'est pas grave, je comprends bien. Et tout simplement, 3-4 ans après, il a oublié et il a surtout oublié les conditions de déblocage. C'est-à-dire qu'il va vous dire, il va mélanger, il va dire, mais vous savez, j'achète une maison, alors il va mélanger avec la condition de déblocage du PER. Après, il va dire, oui, mais je suis au chômage, parce qu'il y a une autre chose. Après, c'est un peu plus triste. C'est un accident, il va dire, mais est-ce que j'ai droit? Et en fin de compte, il va oublier tout simplement les conditions et il va revenir. Mais je ne crois pas que le problème soit ça. Maintenant, ce que Bah, vous moi, je dites, pense qu'il ça ne vient pas en contradiction. C'est juste non, non, une explication. il faut sensibiliser les clients sur ce point-là. Et après, pour revenir sur le cœur de votre question, c'est vrai que depuis quelques temps, ce qu'on voit, c'est des fonds de fonds, clairement. Donc, un fonds qui investit dans plusieurs grosses stratégies de fonds. Ça, il y en avait très peu avant. Donc, c'était réservé à ces fonds-là qui ont des stratégies institutionnelles. Le client final, il ne pouvait pas y avoir accès, hein. C'était que les institutionnels, justement, qui avaient accès. Récemment, ce qu'on voit, c'est des fonds de fonds qui donnent accès, justement, au client final à partir de 100 000 euros. Et c'est vrai qu'il y en avait un qui existait depuis 2 3 ans. Et là, cette année, ou depuis le milieu de l'année dernière, on en a vu apparaître quelques-uns. Moi, je trouve que finalement, c'est plutôt bien, hein, puisqu'on démocratise l'investissement haut de gamme, on le démocratise pour le client final. OK. Alors, et Marika, vous allez réagir. Donc, Maël, il trouve que c'est plutôt bien. Il qualifie même d'investissement haut de gamme. Donc, ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est vraiment un investissement haut de gamme? David, il se méfie des frais, même si. David de Vierzba, pardon. Il se méfie des frais et il avance là-dessus en disant qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes puisque eux-mêmes appliquent les techniques du private equity à leur gestion classique et choses. Et David a fait une introduction un peu plus complète en disant que d'abord, ils ont ça, ils ont une stratégie et c'est une stratégie d'accompagnement qui trouve parfaitement sensée. Alors voilà, donc tout ça, ça remonte vers vous. Quelques secondes pour mouliner et vous allez nous dire un peu ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas que ma question de base, c'est est-ce que le moment est venu de participer à la danse, de rentrer dans la danse? C'est surtout ça la question. Non, mais je suis d'accord que c'est intéressant le private equity, c'est démocratisé, bah, donc du coup ça permet à plus de gens de rentrer. Pourquoi avant c'était pas accessible? C'est parce que justement c'est
quand même très risqué. Et donc, en fait, il y a vraiment un besoin d'éducation et de comprendre, en fait, sur quoi on part. Donc, c'est possible de perdre 100% de sa mise. On est à long terme, donc c'est 12 ans. Il y a des engagements, parce qu'en fait, quand on rentre dans un fonds de private equity, souvent, on va dire, OK, je mets tant, mais possiblement, l'argent, en fait, va être prélevé que dans 2 ans et puis dans 3 ans, le temps qu'en fait le fonds trouve les bons investissements. Mais n'empêche qu'on a signé quelque chose, un engagement, et donc, enfin, faut être bien conscient que bah, quand l'engagement arrivera, bah, on doit le faire. Donc, encore une fois, c'est bien comprendre sur quoi on s'engage et voilà. Après, en termes de liquidité, clairement, si on a envie de partir avant, encore une fois, en théorie, on devrait rester 7-12 ans. Après, il y a quand même un marché secondaire qui existe. Donc, ça veut dire qu'il y a possiblement quelqu'un qui sera intéressé par notre pause. Encore une fois, ça dépend en fait du marché, ça dépend. Enfin, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc, il existe, mais est-ce qu'il marchera? Parce qu'encore une fois, c'est du non-côté. Et donc, si on sort parce qu'on a peur que le marché va se renverser, etc., bah, si tout le monde a la même vue, il n'y a personne qui achètera. Donc voilà. Et puis l'autre chose, c'est la différence de performance entre les meilleurs et les moins bons qui est phénoménale. Enfin, on parle de plus de 20% sur le premier quartile, alors que sur le dernier, on est à peu près 5%. Donc la différence est hallucinante pour un risque qui est quand même beaucoup plus élevé que d'autres classes d'actifs. Donc encore une fois, bien choisir, entre guillemets, le fonds de fond ou la team, en fait, l'équipe qui gère. Euh, et puis après, est-ce que c'est un bon moment maintenant? Toujours dur à dire, mais clairement, en fait, dans les fonds de private equity, encore une fois, il y a plusieurs sortes. Donc, il y a ce qu'on appelle les LBO, les leverage buyout et les VC, venture capital. Il y a une catégorie, donc les LBO, qui sont beaucoup plus leveragés, qui ont beaucoup plus de dettes. On parle de 90% de dettes par rapport à 10% de fonds. Donc ça, forcément, ben, si les taux montent, etc., il y aura peut-être plus de difficultés à rembourser les engagements. Donc, en gros, c'est intéressant, c'est bien, mais il faut choisir ces petits joyaux. Alors, moi j'ai juste une réflexion parce il y a un point avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est quand on dit que c'est plus risqué. Je vais essayer de démontrer, d'expliquer pourquoi c'est pas plus risqué. Alors, David Vierva, je vais faire appel à vous. Dans un fonds comme Varenne Sélection, Varenne Valeur, vous avez combien de valeurs à peu près? Alors nous, on est un contre-exemple, on est très concentré. Varenne Sélection est le fonds le plus dynamique de notre gamme avec 12 à 15 lignes. Voilà. Et Alors, Varenne Valeur, on s'arrête là, On parlera du reste après. 12 à 15 lignes. Ça veut dire, on est bien d'accord. Si les c'est très 12, rare, hein, Bernard. d'accord, ok. Allez, disons même qu'il y en a 40, disons même qu'il y en a 25. Mais on est bien d'accord que si les 25 lignes que vous avez sélectionnées, ce sont des entreprises, puisque ce sont des actions de sociétés cotées, si les 25 font faillite, le client, il perd tout. Et d'ailleurs, dans les prospectus, on doit même le marquer, même si personne n'y croit, que c'est possible. Quand on prend un fonds de private equity, donc que ce soit du LBO, que ce soit n'importe quoi, on va avoir le fonds de fonds qui va aller sélectionner, par exemple, 4 fonds. C'est ce que vous aviez dit, David Calfon. Chez vous, il y a c'est une sélection de 4 fonds dans votre fonds de fonds, 5 fonds. Donc 5 fonds, chaque fonds est lui-même investi sur 15, 20, 25 entreprises avec lesquelles ils font, pour reprendre le langage du private equity, des deals. Donc des deals soit de LBO, soit des deals de financement, soit ils les achètent pour les restructurer et les revendre, des choses comme ça. Donc on amène 100 fonds, 100 sociétés, et c'est vrai que si ces 100 sociétés valent zéro, et ben demain, le client, il a tout perdu. Mais il faudra que les sélectionneurs aient trouvé que les futurs cadavres. De la même manière que le sélectionneur d'actifs cotés, il faudrait qu'il ait trouvé que les futurs cadavres. Alors, ce que j'accepte, c'est que le sélectionneur d'actifs cotés, il va pouvoir sortir, c'est-à-dire que s'il voit que le contraire de ce qu'il croyait se passe, il peut sortir et aller chercher une autre valeur en se coupant une main, un bras ou même les 2 bras, mais en tout cas, il a beaucoup plus de mobilité. Mais dans les 2 cas, techniquement, pouvoir tout perdre ou pouvoir pratiquement tout perdre, c'est extrêmement compliqué, même si on doit le dire à un client, techniquement, monsieur, vous pouvez tout perdre. Mais quand on dit à un client, techniquement, vous pouvez tout perdre, c'est aussi de lui dire, monsieur, quand vous montez dans votre voiture, vous pouvez mourir. Techniquement, c'est possible.
Et nous allons, notre élève le plus studieux qui lève le doigt, et on va lui donner la parole. Donc, David, je vais vous laisser répondre à ce que j'ai dit, conclure et démarrer votre point marché dans la foulée. Laurent, vous dites la même chose. Je ne suis pas tout à fait David, on d'accord. vous entend très très mal, on a un problème de son. Là, vous m'entendez mieux? Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, attendez, je vais supprimer. Alors, en attendant que vous récupériez votre son, Marika lève le doigt aussi. Allez-y, Marika, mettez le vôtre. Voilà, dites-nous. Oui, moi je dirais juste que c'est une question de, pas nécessairement de diversité, enfin il y a une question de diversité, mais c'est surtout aussi de la maturité des boîtes. Parce que tout ce qui est coté, du coup, bah, ce sont des grosses entreprises qui ont déjà des profits, des vrais clients. Genre plus qu'une preuve de concept. Enfin, c'est vraiment un peu comme des mammouths, entre guillemets. Alors que le private equity, du coup, c'est beaucoup plus en amont et du coup, il y a un plus gros risque parce que bah, il y a certaines boîtes de private equity qui vont être financées alors qu'il n'y a pas de vente, ils n'ont pas de clients. Donc ça, c'est vraiment le début d'une boîte, quoi. Évidemment, il y en a qui sont un peu plus développés quand même, mais ils n'ont pas nécessairement de profit, ils ont pas. Donc c'est vraiment beaucoup plus en amont et du coup, il y a beaucoup plus de possibilités de déchets, entre guillemets. OK. Allez, c'est noté. Allez, David, à vous. Est-ce que vous m'entendez mieux déjà? Alors là, c'est faible. Essayez de monter le son. On n'a plus de problème de son. Essayez sur l'ordinateur donc de monter le son. Alors, tout simplement de rapprocher le micro, c'est mieux? Non, ça reste toujours faible. Je pense qu'il faut monter le son de l'ordinateur s'il n'est pas déjà au maximum. Alors, si vous avez un PC, les touches au-dessus, il y a une touche de son où il suffit d'appuyer. Et autrement, sur l'application, c'est en bas à droite où vous pouvez monter votre son. Allez-y, faites un test. Voilà, là, ça devrait être mieux. Alors, on vous entend très faible. On vous entend très faible. Écoutez, je me lance malgré Ouais, alors tout parlez et vraiment très fort. on va essayer. Ah, c'est mieux. Alors, c'est mieux. Bon, très bien. Alors, oui, alors, pour terminer, c'est le point que je voulais faire a été fait par Marika, donc je l'en remercie. Bien, on va attaquer la chronique des marchés. Ben, je suis bien entendu très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. On vient de clôturer le premier trimestre de l'année. Et je pensais qu'il était intéressant de faire le point. Alors, on va commencer par les performances. Les actions américaines sont en hausse de 7%, les actions de la zone euro en hausse de 14%, les valeurs technologiques américaines représentées par le Nasdaq sont en hausse de 20% et les GAFAM sont en hausse de 39%. Les valeurs de croissance en Europe comme aux États-Unis surperforment nettement les valeurs décotées. Du côté des emprunts d'État, les taux longs sont en léger repli par rapport au début de l'année. Les obligations d'entreprise de qualité, donc les investment grade, sont en hausse de 1,7%, alors que les obligations d'entreprise plus risquées, le haut rendement, le high yield, sont en hausse d'un peu moins de 3%. Alors, comme vous pouvez le constater, on souffle un peu après une année 2022 éprouvante pour les placements financiers. On souffle aussi après les craintes d'une crise bancaire généralisée, sujet dont nous avons déjà longuement discuté lors de notre dernière chronique, crise bancaire généralisée qui visiblement n'aura pas lieu, en tous les cas pas cette année. Je trouve intéressant à ce stade de regarder le message que nous envoient les marchés en ce début d'année. Vous connaissez tous l'adage, ce qui est rare est cher. Sur le premier trimestre, la classe d'actifs qui est devenue un peu plus chère, c'est la techno aux États-Unis. En un mot, l'emblème des valeurs de croissance au niveau mondial. Comme je l'ai dit en tout début de chronique, les GAFAM ont elles-mêmes surperformé l'indice Nasdaq avec près de 40% de hausse. Le marché nous dit clairement que ce qui est en train de devenir rare, c'est la croissance. D'où le retour en grâce des valeurs du même nom. Le message est le même sur les taux d'intérêt. La baisse des taux longs et l'inversion de la courbe des taux d'intérêt pointent vers un ralentissement économique, voire une récession. Nous y sommes. Les investisseurs sont convaincus
que les banquiers centraux ont été trop loin dans le durcissement de leur politique monétaire. Les accidents de parcours que nous avons vus récemment, avec la faillite de Silicon Valley Bank, de Signature Bank, les déboires de Crédit Suisse, sont les derniers avertissements avant la chute de l'activité économique. Le raisonnement est limpide. La hausse des taux a mis à mal les portefeuilles obligataires détenus par les banques. Celles-ci vont restreindre fortement l'octroi de crédit afin de renforcer leur bilan. Ce faisant, ces banques vont durcir les conditions financières, ajoutant un deuxième tour de vis après celui donné par les hausses de taux agressives des banquiers centraux. Tour de vis après tour de vis, la seule conséquence possible, c'est une récession. Les banques centrales sont de leur côté confrontées à un dilemme. Soit elles poursuivent leur lutte contre l'inflation et elles continuent de monter les taux d'intérêt, quitte à mettre à mal d'autres établissements bancaires et risquer une nouvelle crise financière. Soit elles privilégient la stabilité financière et ralentissent le rythme du durcissement de leur politique monétaire. On a vu tout récemment avec l'épisode Silicon Valley Bank que face à la menace d'une instabilité financière, la Fed n'avait pas attendu pour réinjecter des liquidités dans le système et relancer l'expansion de son bilan. L'expansion du bilan de la Fed, ce n'est pas autre chose qu'un quantitative easing qui n'en a pas le nom. Alors, nous n'allons pas reprendre une énième fois le débat, somme toute passionnant, récession ou pas récession. Je pense qu'il est aujourd'hui plus intéressant de montrer à nos auditeurs que le marché peut intégrer les perspectives d'une récession tout en affichant des perspectives et des performances positives. Rappelons-le, c'est au son du canon qu'il est préférable d'investir et c'est donc au moment où la récession s'approche qu'il faut commencer à réinvestir. Je vous laisse donc, une fois n'est pas coutume, sur un message d'optimisme qui lancera notre débat. La hausse de ce premier trimestre n'est probablement qu'un début. Bernard, qu'en pensez-vous? Alors, plusieurs choses. Je rappelle, on vient de faire 15% de hausse sur les actions de la zone euro. Donc, disons que c'est qu'un début. Ça veut dire que vous dites que ça va continuer. Mais d'un autre côté, vous dites c'est au son du canon qu'on achète. Et franchement, les GAFAM, ils ont rebondi de 39%. C'est bon, c'est le clairon maintenant. On n'est plus dans le canon. C'était en fin d'année dernière où ça canonnait de tous les côtés. Et là, il fallait avoir le courage de dire que c'est au son du canon qu'on achète. Et ceux qui ont eu ce courage, ceux qui l'ont fait, ont maintenant le son du clairon qui leur est extrêmement agréable. C'est-à-dire, ils ont mis 100 euros, ils ont 140. Allez-y. Alors, si vous permettez, il faut différencier. Donc, on a deux musiques. On a la musique des marchés financiers et la musique de l'économie. Donc là, ce que je dis, c'est que ce que nous annoncent les marchés financiers avec ce retour en grâce des valeurs de croissance, c'est qu'on va droit vers une récession économique. Alors, ensuite, sur les taux. Donc, sur les taux, moi, ce que je prétends depuis longtemps, c'est que je ne peux pas savoir s'il faut encore les monter ou si on les a suffisamment montés. Je pense que personne ne peut vraiment le savoir et qu'il n'existe pas d'outil pour trouver le juste niveau. Et en fin de compte, on est toujours obligé d'aller trop bas pour remonter et trop haut pour revenir. En revanche, ce que je dis depuis très longtemps, c'est qu'il existe un moment où quand vous montez les taux de manière successive, que ce soit comme l'avait fait Greenspan, où ça s'était très mal terminé avec des 0,25, 0,25, 0,25, comme ils le font aujourd'hui avec des choses beaucoup plus fortes pour aller beaucoup plus vite. De toute façon, il y a un moment où vous devez arrêter et laisser l'ensemble de la politique que vous avez mise en place ruisseler vers l'économie réelle et petit à petit, donc le but c'est de stopper l'inflation, la ralentir. Si au bout de 3-4 mois de pause, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui ralentit, alors ça veut dire que probablement on ne les a pas assez montés et un deuxième tour, un troisième tour ou un quatrième tour. Mais le fait de les monter tous les mois ou en se disant on n'a pas encore assez d'effets, on n'a pas encore assez d'effets, on n'a pas encore assez d'effets, je pense qu'en soi, c'est une bêtise. Il y a un moment où il faut savoir arrêter et voir ce qui va se passer. Après, pour les marchés financiers, bon, on le sait tous ici, on est tous des professionnels. Personne ne connaît le lendemain, mais en tout cas, ce qui va dans le sens de ce que vous dites, David, c'est que chaque fois qu'il y a un coup de semonce, donc un coup de canon, ben, les marchés baissent, mais très vite, ils sont rattrapés par un espèce de soutien qui vient et qui les fait remonter.
Là, on a eu très peur avec les banques. C'est parti en vrille très vite. Et globalement, je pars sous votre contrôle, mais on doit être maintenant, en tout cas à Paris, au CAC, à 1, 2 ou 3% du record. Donc, on est très, très bien remonté. Je crois que la semaine dernière, on a fait 4% de hausse, donc c'est une très belle semaine, et 14% depuis le début de l'année. Le trimestre, il est super, et on ne fera probablement pas 4 fois la même chose. Autrement, ça voudrait dire qu'on terminera l'année à 56, ce que je ne pense pas. Donc, ça veut dire qu'on a probablement passé le plus beau trimestre de l'année, peut-être une des plus belles semaines de l'année aussi avec 4%, et qu'on est bien. Alors, acheter aujourd'hui ou acheter demain, je pense que de toute façon, c'est un faux problème. Ce qu'il faut veiller, c'est ce que disait Marika, c'est d'abord être en ordre de bataille, ensuite on va à la bataille, et quand on va à la bataille, on agit avec des règles, et ces suppositions, ces pensées, ou ce qu'on croit, modifie légèrement les axes, mais en tout cas ne vient pas modifier les règles. Allez, j'ai beaucoup parlé. Marika, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bah, clairement, je trouve ça montre toujours qu'il y a une différence entre les actions des banques centrales et enfin, l'effet dans l'économie. Et le chiffre que je prendrais pour, encore une fois, pour illustrer, c'est par exemple l'inflation, enfin les différences d'inflation en Europe. Et par exemple, les derniers chiffres, c'est l'Allemagne qui est à 7,8%, alors que l'Espagne n'est plus qu'à 3,1%. Mais l'Espagne à 3,1, le mois d'avant, on était à 6,2. Donc en fait, de 6,2 à 3,1, la chute, elle est spectaculaire. Donc en fait, encore une fois, tout peut aller très vite. Et avant qu'on voit vraiment les effets sur l'économie, bah, du coup, ce que je veux dire, c'est que les banques centrales continuent à faire des actions qui ne sont pas encore vraiment visibles sur l'économie. Mais quand ça va commencer à vraiment être visible, sachant qu'il y a déjà eu l'impact sur les banques, c'est possible que ce soit violent. Et les chiffres de l'inflation en Espagne, je trouve, sont assez violents aussi, 6,2 à 3,1. Je trouve ça un gros chiffre. Et qu'est-ce qui explique quelle est la partie de l'inflation? C'est l'inflation alimentaire. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Quels sont les prix qui ont baissé ou quels sont les prix qui ont quasiment plus monté? Bah, l'énergie. Et après, le core inflation, en général, monte encore dans tous les pays. D'accord. Allez, Maël. Ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve aussi que quand vous disiez que personne ne sait finalement ce qui va se passer, aucun gérant ne sait où on va en termes de remontée des taux, bah, je pense aussi que les dirigeants des banques centrales, ils sont un petit peu perdus, hein. Ils jouent les pompiers là aujourd'hui. Ils s'adaptent à la situation. Ils avaient un plan de fonctionnement en début d'année. Ils s'y tiennent pas du tout. Donc ça, je trouve ça, je sais pas s'il faut dire effrayant ou rassurant parce qu'ils s'adaptent finalement aux situations. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant avec le discours de David, c'est qu'au début, c'était pas très optimiste, je trouve, comme vue des marchés. Puis la conclusion, elle est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça monte, on comprend pas trop pourquoi, parce qu'au final, les taux, ils n'arrêtent pas de monter aussi, hein, ils n'arrêtent pas de remonter les taux. L'inflation, comme le disait Marika, elle est inéquitable dans tous les pays. Du jour au lendemain, ça change du simple au double. Donc, je suis assez d'accord pour dire qu'il n'y a, pas- il y a rien qui explique la montée des marchés, mais il n'y a rien qui pourrait expliquer la baisse des marchés aujourd'hui. Donc, pour moi, ça va continuer de progresser. Alors, là, on va demander à David Bialba de réagir là-dessus. Alors, il n'y a rien qui explique la hausse des marchés, mais il n'y a rien non plus qui explique la baisse des marchés. Donc, pour moi, ça va continuer. En sachant que David Calfon disait derrière que la hausse n'était, enfin, disait avant, pardon, que la hausse n'était pas finie. Voilà. Donc là, on a un axe, on va dire franchement positif, un axe qui dit ça ne va pas monter, ça ne va pas baisser. Moi qui disais, bah, de toute façon, dès qu'on baisse, on remonte tout de suite. Donc, on sent quand même qu'on a des forces de rappel et des forces de soutien fortes. Et vous, sans trop rentrer dans les détails, parce que n'oubliez pas qu'on a notre moment après, comment vous voyez ça? Absolument. Alors, je ne suis pas venu avec ma boule de cristal aujourd'hui, parce qu'on sait tous que c'est devenu très dur de prévoir les marchés et que c'est très irrationnel. Néanmoins, le message que je véhiculerai, il est plutôt positif. Je me mettrai plutôt du côté de ceux qui ont envie de sourire. Depuis le dernier trimestre 2022, chez Varenne, on anticipait plutôt un scénario de soft landing. Alors, on ne va pas être trop technique, mais l'idée était plutôt de dire qu'on allait vers un scénario en douceur. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment dans le sillage des SVB, évidemment, a créé beaucoup de tensions
sur les marchés. Il y a une chose qui n'a peut-être pas été dite et qui aussi corrobore un peu le fait que les marchés se comportent bien, c'est que les entreprises vont bien. Les résultats des entreprises, alors c'est toujours très délicat de faire des généralités comme ça, mais nous, ce qu'on suit et les entreprises qu'on a en portefeuille chez Varenne se comportent très bien. Donc ça favorise évidemment le bon comportement des actions de ces entreprises-là en bourse. Après, très difficile de faire des prévisions. Mais là, on est plutôt positif chez Varenne, c'est qu'on on est plutôt vers un scénario de hausse des taux qui sera tout à fait relatif. On ne pense pas non plus qu'il y aura une baisse des taux à terme, mais des taux qui resteront dans les niveaux à peu près actuels et une inflation qui est en train de baisser. Ça a été cité évidemment et il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais c'est vrai que je lisais encore quelque chose ce matin, un papier où on expliquait qu'en théorie, l'inflation serait divisé par 2 un peu partout d'ici à la fin de l'année. Donc, vraiment regarder les résultats des entreprises qui se comportent bien. Alors, si elles ont du pricing power, c'est encore mieux parce qu'elles sont capables de répercuter dans leur prix l'inflation. Être très méfiant parce qu'on voit bien qu'un grain de sable peut enrayer tout de suite la machine et que sur les marchés, ça peut partir en vrille dans un sens ou dans l'autre assez rapidement. Mais dans le fond, si les entreprises vont bien, si les banques centrales sont toujours à la manœuvre et elles ont prouvé qu'elles l'étaient, et l'étape d'après, ça sera sans doute d'utiliser des politiques fiscales. On commence à le voir aux États-Unis, on commence à le voir en Chine également. Alors, on peut imaginer que les marchés, encore une fois, pas sur un horizon court terme, mais sur un horizon plutôt moyen-long terme, se comportent bien. Ok, alors je vais rebondir sur une phrase que vous avez dit. Et là, je voudrais l'avis un peu d'un peu tout le monde pour voir si vous partagez le vôtre. Donc, vous avez dit les résultats des entreprises sont bons, et c'est vrai. C'est vrai, il suffit de les lire, et pour la plupart, ils sont bons, même s'il y a quelques petites exceptions, mais là, c'est plutôt des sociétés qui ont quelques problèmes. Et ben moi, ce que je dis, c'est que c'est parce que les résultats des entreprises sont bons qu'on a de l'inflation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elles ont fait, les entreprises? Elles ont monté leurs prix, elles ont retravaillé leur gamme, et donc, avec, euh, elles arrivent à suivre l'inflation, voire à l'anticiper. Certaines ont même publié des chiffres d'affaires un petit peu inférieurs, mais des marges supérieures et des résultats supérieurs. Et donc, en fin de compte, elles ont, d'une manière ou d'une autre, monté leurs marges ou monté leurs prix, et elles ont contribué à créer l'inflation, mais elles n'en ont pas pâti. Disons, c'est le consommateur qui en pâtit. Donc, comment il en pâtit pendant, on va dire, allez, la grande première période, tout le monde s'en fiche, enfin tout le monde, à part des gens qui ont vraiment des petits revenus où là, ça a été compliqué dès le début. Pour les autres, c'était beaucoup moins compliqué du fait des stocks d'épargne accumulés pendant le Covid. Et maintenant que ces stocks d'épargne sont petit à petit épuisés, tout le monde sent l'inflation et c'est là où il va falloir peut-être trouver une nouvelle voie. Mais en tout cas, les entreprises ont surfé sur la vague en montant leur marge. David Calfon, vous en pensez quoi? Sur l'augmentation des marges des sociétés, mais ça ne fait aucun doute avec globalement des sociétés qui ont quand même réussi, effectivement, comme vous le disiez, à augmenter leur prix davantage que l'augmentation de coûts. Donc, non, ça, c'est un facteur de soutien qui est significatif sur le marché. Donc, comme l'inflation se calcule par rapport à un panier de produits et que ces produits sont fabriqués par ces mêmes entreprises, on a donc la raison de cause à effet. Donc, l'inflation vient de l'augmentation des prix des entreprises. La bonne marge et les bons bénéfices viennent du fait qu'elles ont réussi à monter leur prix. Et donc, il n'y a pas de raison que leur cours s'effondre en bourse. Est-ce que c'est tenable? Alors là, on va laisser Marika répondre. C'est une question difficile. Difficile. Non, bah oui, ils ont réussi pour l'instant. Donc, c'est soit en montant les prix ou alors même en laissant les mêmes prix, mais en réduisant la quantité. Ça arrive souvent dans les produits alimentaires surtout. Euh, donc oui, pour l'instant, elles ont réussi. Pourquoi ça changerait? Franchement, j'ai pas trop d'opinion dessus. Allez, David. Si je peux me permettre, le risque, c'est que les sociétés se fassent rattraper par l'augmentation des salaires.
Voilà. Et que finalement, en deuxième tour, après une première phase où elles arrivent à augmenter leur prix et à préserver leur marge, bon, ça, généralement, c'est des choses qui ne passent pas inaperçues, y compris auprès des salariés, et que derrière, les salariés réclament leur part de valeur ajoutée et que ça vienne diminuer ces marges et rogner les bénéfices. Alors, on a le meilleur élève de la classe qui vient de lever le doigt. Donc, Maël, on va vous laisser conclure. Et quand vous avez fini votre conclusion sur cette partie-là, c'est David Wiersbach qui enchaînera sur ses fonds et la société Varenne Capital. Allez, c'est J'ai à vous, remarqué, Maël. j'apprends des meilleurs, hein. J'ai vu David Calfon qui levait le doigt, donc je fais pareil. Ouais. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de David, hein, parce que c'est exactement ce qu'on vit au Luxembourg. Au Luxembourg, les salaires sont indexés sur le coût de la vie. Et donc, il y a des augmentations de salaire qui sont prévues mécaniquement quand le coût de la vie augmente. On a eu 3 augmentations de salaire l'année dernière. Donc, ça pèse lourd sur le bilan des entreprises, hein, puisque une fois on a augmenté les salaires, on ne peut plus les rediminuer. Et c'était intéressant, votre analyse, Bernard, que le panier, on s'appuie, le coût de l'inflation, le calcul du coût de l'inflation, il se fait sur un panier de biens de consommation qui ont forcément bien plus augmenté que l'inflation. Ça, je suis d'accord avec vous. Et du coup, c'est un cercle un peu vicieux. Il n'est pas vertueux, le cercle. Il est vertueux pour les employés, mais il est vicieux pour les employeurs, puisque au final, ça coûte, la masse salariale a bien augmenté et tout a augmenté pour tout le monde. Au final. Mais globalement, pour vous, salariés, c'est plutôt une très belle protection. Je veux dire, bon, le Luxembourg, c'est pas un pays qui produit, il produit beaucoup de services, donc c'est pas un pays industriel qui produit beaucoup. Donc globalement, bon, bah, il est dans les services. Vous, dans les services financiers, automatiquement, s'il y a de l'inflation, la masse financière à gérer, elle va aussi augmenter. Voilà, et c'est plutôt assez vertueux. Vous n'avez pas de souci de fin de mois à vous faire. Enfin, on ne va pas Bah, parler personnellement, mais je veux dire, le salarié luxembourgeois, il n'a pas de souci de fin de mois à se faire parce que si le lait, le beurre, le pain, l'essence a augmenté, bah, son salaire, il augmente d'une manière en ligne avec ça. Et alors, il ne s'enrichit pas, mais au moins, il ne s'appauvrit pas du fait d'une inflation. mais vous l'avez bien dit, hein, on n'est pas un pays industriel. C'est un pays qui est basé sur le service. Et à un moment, le coût du service, il augmente pas à la même vitesse que le coût des biens de consommation. Et du coup, le coût des salaires augmente plus vite. Je trouve par exemple, dans les services financiers, on a vécu des années, des belles années, mais on a vécu aussi quelques années difficiles. La 2022 était une année difficile. Et pour autant, c'est l'année où il y a eu ces 3 index. D'accord. Euh, donc, c'est pas Et là, toujours. 2023, vous avez déjà eu une indexation? Non, finalement, Non? non, parce que l'inflation, il devait y en avoir une, mais comme l'inflation elle a baissé, elle a redescendu un petit peu, il n'y a pas eu d'indexation. Parce que c'est automatique, hein, forcément, l'indexation. C'est automatique tous les trimestres, c'est ça? C'est tous les trimestres, exactement. Tous les trimestres. Donc là, fin mars, ils ne vous ont pas augmenté. Ma cash, rien du Ah, tout. eh ben, c'est triste. Allez, merci beaucoup pour ce clin d'œil. C'est maintenant au tour de David Wiersbach de Varenne Capital, où on va se concentrer sur sa société de gestion, sur ses fonds. C'est assez facile, c'est une société de gestion qui a que 3 fonds. En tout cas, que 3 fonds qui sont mis en avant. Peut-être qu'il y en a un ou deux secrets, on va demander à David s'il y en a un ou deux secrets bien cachés. Mais 3 fonds qui sont essentiellement mis en avant. Et en plus, dans ces 3 fonds, le cœur de la stratégie est assez semblable. Donc, voilà. Donc, une petite société bien concentrée. Rappelez-vous, tout à l'heure, il nous a dit 12 fonds pour un fonds, 12-15 fonds pour un fonds. Allez, David, c'est à vous. On vous laisse démarrer et j'ai plein de questions qui vous attendent au fur et à mesure de votre exposé. Merci Bernard, merci de me donner l'opportunité de dire quelques mots sur Varenne. Alors, en effet, c'est une société de gestion indépendante. Varenne, on n'est plus très nombreux dans ce cas-là, donc on aime bien le rappeler. On gère un peu plus de 3 milliards d'euros et en effet, la spécificité de l'ADN de Varenne, c'est qu'on associe dans tous nos fonds 4 stratégies de gestion complémentaires. Alors, il y a 3 fonds évidemment qui sont, vous les avez cités, qui sont ouverts pour nos auditeurs. Il y a 2 fonds qui sont, alors ils ne sont pas secrets, hein, ils sont connus, mais un qui est plutôt pour une clientèle américaine, donc il y a une structure juridique un petit peu différente, et un autre qui est dédié pour un client institutionnel. Le fait d'avoir les 4 stratégies que je vais vous citer dans tous les fonds, c'est très particulier. C'est un choix qui a été fait chez Varenne de ne pas faire d'autres métiers, de se concentrer uniquement là-dessus. Donc tous les investissements, que ce soit humains, technologiques, sont faits pour améliorer sans cesse les 4 stratégies. La stratégie cœur de portefeuille, on l'a touché du doigt tout à l'heure, c'est une stratégie long action dans laquelle on va sélectionner des entreprises de qualité
qui vont correspondre à un certain nombre de critères. Beaucoup de gérants font ça, aller sélectionner des entreprises, et la majorité ne font que ça. C'est-à-dire avoir une liste, ça peut être 10, 20, 30, 50, 100 actions d'entreprises en portefeuille, et c'est tout. Nous, on a fait le choix chez Varenne pour justement essayer de lutter un petit peu contre cette irrationalité des marchés dont on parlait tout à l'heure. On a fait le choix d'associer de façon satellitaire autour de cette stratégie long action d'autres stratégies qui permettent deux choses principalement. Un, apporter de la décorrélation, c'est-à-dire essayer de ne pas nous comporter comme nos copains ou comme nos confrères ou comme les marchés financiers. Et deux, apporter de la couverture, c'est-à-dire essayer de protéger les fonds lorsque la situation se gâte. Donc, indépendamment de cette stratégie long action cœur de portefeuille, on peut faire du short. Alors, le short, ce n'est pas très intuitif, mais c'est le fait de prendre une position à la vente sur une entreprise. On peut faire de l'arbitrage de fusion-acquisition. Donc, on va essayer de se positionner lorsqu'une société en rachète une autre. On pourra y revenir si vous le souhaitez pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Et une dernière stratégie de couverture macroéconomique pour laquelle on accorde un budget d'assurance d'1,5% par an et par fonds maximum pour nous protéger contre les risques majeurs identifiés. Donc, cette stratégie, elle se déploie quand? Elle se déploie lorsque les marchés perdent au moins 20%, parce que lorsque les marchés perdent au moins 20%, on estime qu'on a besoin d'une béquille supplémentaire pour nous protéger. Et donc, l'association de ces 4 stratégies dans chacun de nos fonds a pour objectif d'essayer d'être performant dans des environnements différents, dans des environnements complexes, on l'a évoqué tout à l'heure. Et après, ce qui va différencier nos différents véhicules, ce sont les règles de construction de portefeuille propres à chacun des fonds. Varenne Sélection, qu'on a cité tout à l'heure avec ses 12 à 15 lignes en portefeuille sur la poche long action, cœur de portefeuille, est le fonds le plus dynamique de notre gamme. Et de l'autre côté du spectre, Varenne Valeur est le fonds le moins dynamique de notre gamme. C'est-à-dire que sur sa poche, sur sa composante action, ça sera le fonds qui sera le moins exposé dans ces règles de construction de portefeuille. Et celui du milieu? Celui du milieu, Varenne Global, pardon. Il a les. Alors, après, il y a la structure juridique des fonds qui joue, mais Varenne Global sera justement entre les deux. C'est-à-dire qu'il aura une quarantaine de lignes en portefeuille et il sera exposé plutôt entre 90 et 100%. Là où Varenne Sélection, le plus dynamique, sera exposé à 100% quasiment en permanence sur 12 à 15 lignes. Donc, vous le savez, mais plus on est concentré, plus on embarque du risque. Et alors, si on prend un petit peu donc, ces 3 fonds avec trois niveaux de risque, d'abord, si on essaie d'avoir une rentabilité longue, donc une rentabilité sur les 10 ans passés, est-ce que le risque a payé? Donc, est-ce que Sélection a une rentabilité meilleure que Global et Global une rentabilité meilleure que Valeur sur les 10 dernières années? Absolument. Le risque a payé? D'accord. Alors, Global, c'est un peu particulier parce que le fonds a été créé plus récemment. Il n'a pas 10 ans, mais si on regarde les deux fonds historiques, Varenne Valeur, Varenne Global, on est environ, on doit être à 7,5 de performance annualisée concernant Varenne Valeur sur 10 ans. Là, on est plutôt dans le tour de 10 sur Varenne Sélection. Après, évidemment, il n'y a pas de performance sans risque. Donc, Varenne Valeur est un fonds qui est beaucoup moins volatile que Varenne Sélection. Ensuite, deuxième chose, vous avez parlé d'une espèce d'assurance, donc d'utiliser un petit peu d'argent, 1%, 1,5% pour protéger quand les baisses sont fortes. Alors maintenant, historiquement, depuis 5, 6, 7 ans, est-ce que ça paye cette assurance? C'est-à-dire que, parce que régulièrement, avec la stratégie de l'assureur, une des grandes phrases, c'est de dire que comme les assureurs gagnent de l'argent, si on s'auto-assure sur une longue période, ben, on va s'en sortir mieux. Donc, est-ce que vous, je vous entends plus, Bernard. Là, voilà, c'est bon. C'est revenu, oui, tout à fait. Ok, donc il y a eu un petit bug. Donc, est-ce que ce petit pourcentage que vous prélevez de 1,5 ou 2% pour vous protéger quand il y a des fortes baisses qui descendent moins 15, moins 20, est-ce que vous avez fait une évaluation arrière et est-ce que ça vous a vraiment aidé et combien ça a fait gagner ou combien ça a empêché de perdre aux détenteurs des fonds? Oui, alors juste pour introduire cette question évidemment qui est extrêmement pertinente, c'est un dispositif de couverture qu'on est prêt à perdre si tout va bien. Je compare souvent ça à l'assurance d'une voiture. Moi. Alors, quand on a une voiture, on n'a pas le choix, on est obligé de payer une assurance et pour autant, on n'a pas envie d'avoir d'accident. Si on a un accident, alors on est assuré. C'est un peu la même idée pour nos fonds. Dans les grandes phases de baisse majeures, ça a extrêmement bien fonctionné. 2020 est le meilleur exemple, où Varenne Valeur, par exemple, perd 14,5 entre sa valeur liquidative la plus haute et la plus basse, et la plus basse, alors que sur les marchés financiers,
on perd plutôt aux alentours de 25-30%. 2015, 2018, dans toutes les phases où le marché a baissé violemment, ça a bien marché. Là, ce qui a pu décevoir nos investisseurs, c'est une année comme 2022. Une année comme 2022, le dispositif de couverture apporte une contribution, mais une contribution extrêmement faible, justement parce que la magnitude de la baisse n'est pas suffisante. On a touché les moins 20 en cours d'année l'année dernière, de baisse des marchés financiers, puis c'est remonté notamment avec les rallyes du mois de juillet et du mois d'octobre. Donc, j'insiste, ça a très bien marché lorsque la baisse était importante, mais pour une baisse de moins 5 ou moins 10%, là, le dispositif, on est prêt à le perdre. Et alors, vous parliez de façon de s'assurer. Nous, alors là, c'est l'ultra-technicité, mais on a décidé de le faire en prenant des positions vendeuses sur les marchés financiers auxquelles on ajoute d'autres paramètres. Donc, on a des spécialistes chez nous, on appelle ça des dérivés exotiques, le mot fait très peur, mais l'idée, c'est d'aller sur les marchés financiers pour trouver des positions qu'on ne paye pas cher, mais qui permettent de protéger une partie importante de nos fonds sans dénaturer la thèse qu'on veut protéger initialement. Donc là, c'est vraiment ajouter des paramètres qui peuvent être liés à la volatilité, qui peuvent être liés à des devises, ça peut être sous des barrières désactivantes. Donc vraiment, on ajoute de la technicité, de la sophistication. On a un agrément spécial auprès de l'autorité des marchés financiers pour ça, que très peu de sociétés de gestion indépendantes ont, pour pouvoir prendre ces positions qui permettent de nous protéger. Donc la réponse très claire à votre question, c'est lorsque les marchés ont baissé fortement, ça a extrêmement bien marché, et c'est là qu'on attend ces couvertures. Lorsque le marché baisse moins, eh ben, ça peut apporter une petite contribution, mais qui est très faible et qui ne suffit pas à amortir la baisse des marchés. Très bien. Alors, comme vous avez maintenant beaucoup d'expérience sur cette protection et vous avez des spécialistes qui travaillent, est-ce que vous avez déjà essayé ou déjà pensé à voir, en faisant des études passées, si vous les mettiez différemment, est-ce que vous auriez eu de meilleurs résultats? Par exemple, vous me dites que vous visez que la protection est vraiment s'active si on perd en -20. Est-ce que vous avez déjà fait des calculs du backtesting en vous disant on va mettre nos protections à -15? Ou est-ce que vous faites un peu travailler tout ça et est-ce que régulièrement vous vous dites voilà, on pourrait peut-être changer nos protections, enfin pas changer, mais on pourrait peut-être adapter ou recaler nos protections par rapport à l'expérience acquise sur les 10 dernières années, 5 dernières années, 3 dernières années? Oui, absolument. Absolument. On est une entreprise, on dit souvent chez Varenne qu'on est une entreprise technologique. On a 7 ou 8 personnes sur les 42 qui font que ça. Et chaque manager d'équipe, on a 4 stratégies de gestion, donc 4 équipes dédiées. Chaque manager d'équipe passe environ 30% à faire de la R&D, donc de la recherche et développement. Donc tout ça est suivi de près. On a regardé. Cette barrière des -20, pour nous, c'est la bonne parce que, de façon très claire, un marché qui perd 10 ou même 15%, c'est pas totalement irrationnel. C'est-à-dire que souvent, jusqu'à -15%, on voit une différence entre les différentes entreprises. Des marchés qui perdent 20% ou plus, tout va partir à la casse. Ça a été le cas dans les grandes crises au début des années 2000, en 2008 notamment. À chaque fois qu'on a une baisse majeure des marchés financiers, vous n'avez plus de différenciation qui est faite entre les bonnes et les mauvaises entreprises. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un marché qui perd -10 ou -15, alors les entreprises qu'on a en portefeuille, a priori, si on les a sélectionnées, c'est qu'elles sont bonnes, elles vont bien résister. Et vous avez les autres stratégies, notamment le short et l'arbitrage, qui vont permettre d'apporter une contribution supplémentaire et donc de bien résister. Lorsque le marché perd 20% ou moins, ça peut aller jusqu'à 30, 40%, alors ça va devenir beaucoup plus compliqué parce que c'est un peu technique, mais on ne peut plus faire de short. Et l'arbitrage de fusion-acquisition, il n'y aura plus de deal de fusion-acquisition. Donc là, on n'a plus de soupape. Alors, on a besoin de cette stratégie de couverture. Très clairement, le contre-exemple parfait pour nous, c'est 2022, où la typologie d'entreprise que nous avons a souffert extrêmement fortement. Les entreprises qu'on appelle croissance de qualité, on parlait tout à l'heure de croissance, mais la rotation sectorielle du début d'année 22 a impacté très fortement les entreprises qu'on a en portefeuille. Et les autres stratégies n'ont pas apporté la contribution suffisante pour amortir la baisse qu'on a connue sur la stratégie cœur, qui est la stratégie long action. En 15 ans chez Varenne, pour ma part, j'ai jamais vu un environnement aussi défavorable pour notre gestion que celui qu'on a connu en 2022. Donc espérons que ça ne se reproduise pas demain. D'accord. Et après, une autre question sur la garantie, puis après on va passer plutôt aux valeurs. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait les calculs en disant, voilà, si depuis 10 ans on n'avait jamais pris de garantie et on avait travaillé sans cette sécurité, est-ce que sur une durée longue, on aurait rendu plus d'argent à nos clients?
Ouais. Alors, bon, déjà, ce n'est pas une garantie, hein, parce que si ma compliance m'entend, je vais me faire tuer. C'est une stratégie de couverture. J'ai dit assurance parce que c'est une stratégie de couverture qui fonctionne un peu comme une assurance. Euh, alors, objectivement, on n'a pas fait les calculs, peut-être qu'ils ont été faits, mais je ne connais pas les résultats. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas du tout l'ADN de Varenne. Peut-être qu'à la fin du chemin, on aura délivré plus de performances, mais il y a vraiment cette idée de séparer les opportunités des risques, de gérer les deux indépendamment. On va parler dans quelques instants des opportunités, c'est-à-dire les entreprises qu'on arrive à sélectionner. On va gérer les risques par ailleurs. Il y a vraiment cette idée, avec ces stratégies qu'on associe dans notre gestion, d'essayer d'être performant dans un environnement différent. Donc peut-être que la performance sur le long terme aurait été meilleure. Je ne pense pas. Mais en revanche, le chemin pour y arriver aura été beaucoup plus cabossé et on veut essayer pour nos investisseurs d'avoir le chemin le plus souple possible pour arriver à des performances de qualité. Alors, je vais vous poser 3 petites questions sur les valeurs et après, je vous laisse vous expliquer votre stratégie pour choisir les valeurs. Alors, il y a des questions que j'aime bien. D'abord, est-ce qu'il y a une valeur, depuis que vous êtes rentré chez Varenne, vous la voyez tout le temps dans les portefeuilles? Est-ce qu'il y a une espèce de valeur qui est maintenant devenue une valeur maison et elle est toujours là ou elle est par là, des fois un petit peu, des fois beaucoup, des fois pas de choses. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce qu'une telle valeur existe? Ma deuxième question, est-ce que il y a une conviction, c'est-à-dire qu'est-ce que dans cette sélection de valeurs et tout, il y a dans vos réunions quelqu'un qui dit voilà, ça c'est vraiment notre valeur de conviction de cette année et voilà, et faites-nous partager cette très très forte conviction. Et puis après, bah, ça fait jamais plaisir, mais 2022, c'était pas une bonne année. C'est quoi votre plus gros bid en 2022? C'est-à-dire la valeur que vous aviez pris et que vraiment il aurait fallu se casser la jambe le jour où elle a été choisie. Parfait, c'est que des questions très intéressantes. Sur les valeurs qu'on a le plus dans le temps chez Varenne, alors ça va pas être original du tout, mais celle qu'on a depuis, je pense, mon arrivée quasiment chez Varenne, qu'on a toujours en portefeuille, c'est LVMH, qui est une entreprise qui je crois qu'on a fait 500 ou 600% dessus C'est ça. depuis que je En 10 ans, c'est 600%. voilà, c'est ça, je crois que c'est 600. Ah bah donc c'est peut-être même un peu plus. On a dû la rentrer en 2011, je crois. Donc c'est l'entreprise qui a toujours eu dans les portefeuilles. Et elle est toujours présente? Elle est toujours présente, mais c'est ce que j'allais dire, à un niveau d'exposition moins important. C'est-à-dire que ça a été une de nos premières lignes pendant très très longtemps. Aujourd'hui, c'est plutôt entre la 5e et la 10e place. Pour la blague, ce qui est intéressant dans le cas d'LVMH, c'est qu'il y a des années où on me disait, moi, pourquoi vous avez encore du LVMH en portefeuille, il n'y a plus de décote, etc., etc. Bon, souvent, quand on me disait ça, c'était l'année où elle finissait meilleure performeur du CAC 40. Donc, LVMH a été pendant longtemps en portefeuille. J'ai noté 2-3 noms pendant que vous posiez la question d'entreprises qu'on a pu avoir et qui ont été des succès. Novo Nordisk est resté pendant très longtemps en portefeuille. C'est une entreprise danoise spécialiste dans l'insuline et le diabète. On l'a plus en On ne va pas portefeuille. faire trop de temps là-dessus. La conviction du moment, la plus Ah. forte conviction du moment, si vous avez le droit de Alors, la partager. je voulais pas parler que d'LVMH, ça fait pas très original, c'est pour ça. Mais je passe à la deuxième question, la conviction du moment. Et ça va peut-être aussi répondre à la troisième question, même si je pourrais vous en citer une autre. Je dirais JD Sport. Je ne sais pas si vous connaissez JD Sport. C'est une entreprise qui est un concurrent de Foot Locker, qui vend des vêtements de sport. C'est une entreprise anglaise qui a plusieurs milliers de points de vente. C'est une entreprise qui, l'année dernière, a été le pire contributeur à la performance de nos fonds. D'accord. Donc, mais je ne dirais pas qu'on aurait pu se casser la jambe le jour où on l'a choisi parce que c'est une entreprise qu'on aime beaucoup. Au plus bas, l'année dernière, elle a fait moins 60 sur l'année. Pour plein de raisons, changement de management, un Français à la tête d'une boîte anglaise, ça n'a pas été apprécié du tout. Toute la part, tous les, ce qu'on appelle les retailers qui ont souffert fortement, c'est une conviction qu'on a décidé de garder chez Varenne. On adore l'entreprise, on adore le management, on adore la stratégie. Et depuis le mois de novembre, elle a repris à peu près 100%. On a décidé de la garder. On est des gérants de conviction. Il faut aussi être capable de garder les convictions en portefeuille lorsqu'elles souffrent. Ça a été le cas pour JD Sport. Et on performe très bien cette année grâce à cette entreprise aussi. Et on a décidé de la garder. Et c'est une forte conviction. Troisième question sur l'entreprise qu'on aurait aimé ne pas avoir l'année dernière. Je vais vous citer un autre exemple. JD Sport, évidemment, a souffert, mais je vais vous citer Salmar. Salmar, c'est une entreprise qui produit du saumon, qu'il produit et qu'il distribue. C'est une entreprise qu'on aime beaucoup, qui, jusqu'au 28 septembre 2022, était le meilleur ou le deuxième meilleur performeur à la performance de nos fonds. Mais pour une raison saugrenue,
Le gouvernement a fait une proposition de loi le 29 septembre 2022. C'est une boîte qui est également en Norvège. Le gouvernement a proposé qu'on augmente la taxation sur un certain nombre de business, notamment l'aquaculture, et Salmar en fait partie bien évidemment, qu'on augmente la taxation à l'IS de 22 à 62,5%. Donc, quelque chose qui avait été vu par personne, aucun analyste, chez nous non plus. Et donc, l'entreprise a souffert extrêmement fortement en bourse. Au stade où on est, c'est toujours en pourparlers. Donc, on a décidé de garder l'entreprise, mais le gouvernement va statuer dans les prochaines semaines pour annoncer à quel niveau de taxation à l'IS la société va être imposée. Donc, en fonction de ça, on choisira de prendre une décision. Mais ça a été un choc violent. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'on aurait aimé ne pas avoir Salmar en portefeuille. Je veux bien vous croire. Allez, je vous laisse conclure en 2 minutes et après, ce sera au tour de Julien qui nous a rejoint. Merci. Conclusion vraiment très rapide. Le fait d'associer ces stratégies de gestion nous permet d'essayer d'être performants dans des environnements différents. On l'a évoqué tout à l'heure quand on parlait de macro, mais c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est drivé par les banques centrales depuis très longtemps. Mais ce qu'on attend, nous, chez Varenne, et qu'on constate de plus en plus aujourd'hui, c'est une dispersion. Une dispersion entre les secteurs, une dispersion entre les entreprises à l'intérieur même des secteurs, des entreprises qui vont bien, qui se comportent bien en bourse, celles qui vont mal, qui se comportent mal en bourse. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas depuis longtemps. On le voit de plus en plus. À nous, en tant que sélectionneurs d'entreprise, d'aller choisir les bons candidats sur le long et sur le short, et avec des vraies gestions de conviction et les stratégies complémentaires, notamment la stratégie de couverture qu'on a évoquée, on est persuadé qu'on a un produit qui permettra sur le long terme de générer de la performance dans vos allocations. Voilà, il y a vraiment cette idée d'associer les stratégies et d'essayer d'être performant dans le temps. Et on est extrêmement confiant quant à la capacité de notre gestion à générer de la performance sur un temps. Il ne faut pas regarder à trop court terme, je pense, mais sur le moyen long terme. Alors moi, j'ai une dernière question pour vous. Donc, on a vraiment 3 stratégies différentes qui correspondent à 3 profils différents. Vous, ce que vous conseillez, bon, pas à vos clients parce que vous êtes plutôt en B2B, mais ce que vous conseillez au CGP quand vous venez nous voir et des choses comme ça, c'est plutôt de panacher et de dire à un client, ben, si la maison Varenne vous plaît, mélangez un petit peu de sélection avec du global ou de global avec du valeur suivant vous, ou alors plutôt de travailler le profil de client, de bien réfléchir à qui on a en face de nous et de lui dire, vous, monsieur, ce qui vous convient chez Varenne, c'est tel fonds, tel fonds, tel fonds, et ne prenez qu'un fonds, ça ne sert à rien de jouer à l'apprenti cuisinier, de vouloir mélanger des fonds pour créer un espèce de fonds hybride qui n'existe pas. Donc, votre conseil, c'est quoi? C'est de réfléchir à son profil et de choisir un fonds ou un petit peu de mixer et de s'amuser à mélanger les fonds? Je dirais plutôt la deuxième option que vous avez étayée, c'est-à-dire en fonction du profil du client, choisir un fonds. Après, il se peut qu'on ait des clients qui utilisent Varenne Valeur, le fonds le moins dynamique, qui est éligible au PEA dans leur PEA pour avoir un fonds qui se comporte un peu plus différemment, et Varenne Sélection dans une autre enveloppe. Mais je dirais vraiment qu'on ne met jamais un fonds en avant chez Varenne parce qu'ils sont tous gérés de la même manière. Je dirais plutôt que si vous avez un profil prudent et que vous voulez un fonds cœur de portefeuille et que vous voulez pouvoir dormir tranquille, vous allez sur Varenne Valeur. Si vous voulez un truc un peu plus dynamique, un peu plus punchy, et que nous, on préfère, parce que c'est notre gestion la plus pure, d'aller sur sélection. Mais vraiment, éviter le panachage, je pense, et aller choisir le fonds en fonction du profil du client. Mille merci, David. Mille merci pour ce partage. Merci à vous. Merci d'être venu à notre rencontre. Et c'est maintenant au tour de Julien Milakovic de la compagnie d'assurance Welling à Luxembourg. Et on va parler de la clause bénéficiaire. On va vous la torturer dans tous les sens. Alors, ma première question, Julien, c'est donc la clause bénéficiaire, elle s'active, en tout cas pour vous, assureur, une fois que vous l'avez acceptée au moment du décès. Est-ce que vous avez beaucoup de problèmes? Est-ce qu'il y a beaucoup de clauses qui laissent la place au conflit, à de l'incompréhension? Est-ce que c'est des sujets qui viennent vraiment régulièrement et vous devez vous réunir pour savoir juridiquement qu'est-ce que vous allez faire? Ou est-ce qu'il y a très peu de problèmes? Bonsoir, bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, moi je suis toujours étonné parce que c'est vrai que quand le client souscrit un contrat d'assurance vie, il est particulièrement intéressé par la solidité de la compagnie d'assurance, par les frais qui vont lui être appliqués par la compagnie, par le choix, bien évidemment, du gestionnaire en ce qui concerne la rentabilité de son contrat. Et puis parfois, la clause bénéficiaire, elle est un petit peu, elle est un peu traitée de côté, elle est mise
de manière très standard. On en parle très rapidement en fin de meeting, alors que lorsqu'on fait un contrat d'assurance vie, par définition, la pierre angulaire, c'est la stipulation pour autrui en cas de décès à qui je vais transmettre mon capital, ce capital décès. Pour revenir à votre question, pour l'instant, touchons du bois, on n'a pas de contentieux en cours, en tout cas sur la clause bénéficiaire. Par contre, effectivement, on est particulièrement attentif à la bonne rédaction de la clause bénéficiaire pour pouvoir payer le capital décès au moment de la survenance du sinistre, c'est-à-dire le décès de l'assuré. Et l'une des erreurs qui est classique et qui peut porter à contentieux, et à laquelle moi je fais chasse, c'est bien évidemment bénéficiaire mon conjoint Bernard. Parce que si au moment de mon décès, mon conjoint, c'est plus Bernard, mais c'est Sophie, effectivement, Bernard, qui était mon ex-conjoint, peut-être qu'il ne voudra pas s'asseoir sur la fraction du capital qui lui revient, et je peux tout à fait le comprendre. Donc, dans cette hypothèse-là, ou vous désignez par la qualité exclusivement votre conjoint, bénéficiaire, mon conjoint, peu importe au moment du décès que ce soit Bernard ou Sophie, ou alors vous désignez mon bénéficiaire Bernard, et si au moment de votre décès, Bernard n'est plus votre conjoint, peu importe, si vous n'avez pas revu la clause, bien évidemment, peu importe, il touchera la fraction du capital décès. Voilà, par exemple, petit exemple. Mais c'est des choses qui peuvent donner lieu à contentieux au moment du sinistre, au moment du dénouement, du paiement de l'assuré, au moment du décès de l'assuré. J'ai deux questions. D'abord, bon, la clause bénéficiaire, elle répond à des lois, les lois répondent à des juges, les juges répondent à des arrêts, des choses comme ça, donc il y a des positions qui sont un petit peu évolutives. Est-ce que, quand par exemple vous avez un arrêt qui peut vous surprendre ou une décision de justice qui peut vous surprendre, est-ce que vous allez fouiller dans les vieux contrats? Parce que je pense que en tant que compagnie d'assurance ancienne, vous avez des contrats qui ont dû être souscrits il y a 30, 40, peut-être même quelques vieux contrats qui traînent encore plus parce que personne n'a jamais pensé à les résilier. Donc, est-ce que vous allez un petit peu fouiller là-dedans? Est-ce que vous avez un service qui s'occupe de ça? Et est-ce que régulièrement, vous envoyez, par exemple, des campagnes de mailing? Souvent, toute société peut s'adresser à ses clients de manière régulière. Est-ce que c'est un sujet où vous dites une clause bénéficiaire, ça doit se réviser comme une voiture tous les 3 ans, tous les 5 ans? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites partir vers vos clients, vos assurés? Alors, c'est vrai qu'on ne le fait pas de manière proactive parce que nous, on travaille, comme vous le savez, en B2B2C, donc on ne s'adresse pas directement à nos clients, on s'intéresse par l'intermédiaire des courtiers, des CGP ou des banquiers privés qui travaillent avec nous. Mais c'est vrai qu'on est attentif à cela, et vous l'avez dit, peut-être pas tous les 3 ou 5 ans, mais je pense qu'une clause bénéficiaire, elle devrait avoir une garantie décennale, c'est-à-dire que tous les 10 ans, comme je fais le point pas tous les 10 ans dans cette hypothèse-là, mais comme je fais le point régulièrement sur la performance des actifs sous-jacents avec mon gestionnaire financier, je dois faire le point sur ma clause bénéficiaire. C'est-à-dire que les personnes que j'ai désignées 10 ans auparavant, est-ce que je veux toujours les gratifier? Est-ce que je veux toujours les gratifier aux mêmes proportions? Peut-être qu'elles-mêmes, ces personnes que j'avais désignées il y a 10 ans, ont vu leur situation personnelle, patrimoniale, financière être modifiée. Donc, dans cette hypothèse-là, oui, je dois modifier également la clause bénéficiaire pour que ce soit toujours en adéquation avec mon choix premier. Alors, deux questions. Alors, aujourd'hui, quand un assuré souscrit un contrat, donc vous recevez le contrat, vous recevez la clause, est-ce que ces clauses sont particulièrement lues par un service juridique? Et est-ce que le service juridique, ça arrive régulièrement qu'il en rejette ou alors qu'il dise attention, c'est ambivalent la manière dont elle est écrite, on va vous aider à la réécrire, ou alors vous vous dites pas vraiment notre problème, ce qu'a écrit le client, il a écrit. Alors, toutes les clauses bénéficiaires qui arrivent chez Willins sur le marché français sont revues et sont validées par votre serviteur. C'est-à-dire que vous souscrivez un contrat d'assurance vie demain, moi je vais avoir votre clause bénéficiaire sous les yeux, et ça va être un prérequis de validation du dossier, la validation de cette clause bénéficiaire, au même titre que la validation compliance, AML, etc. etc. À partir du moment où on trouve que la clause bénéficiaire peut être ambiguë, là, effectivement, on est proactif vis-à-vis du partenaire pour l'inciter à revenir auprès du client. Alors, c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile
à faire comprendre aux partenaires qui veut avant tout avancer dans la souscription et dans l'investissement des fonds, hein, surtout quand les marchés sont volatiles. Mais c'est aussi, et j'insiste là-dessus, un moyen de protéger tout le monde, que ce soit la compagnie d'assurance, mais également le courtier d'assurance ou le banquier privé qui décide de travailler avec nous. Et effectivement, dans l'hypothèse où la clause bénéficiaire ne nous paraît pas adéquate, une clause bénéficiaire qui n'est pas adéquate, peu importe qui vous désignez, c'est une clause bénéficiaire que j'estime pas adéquate, c'est une clause bénéficiaire qui peut donner lieu à contentieux. On parlait tout à l'heure bénéficiaire en cas de décès de mon conjoint Bernard, si Bernard n'est plus mon conjoint au moment du décès, ou alors une clause qui peut donner lieu à quiproquo et qui peut nous empêcher de payer en temps et en heure. Parce que nous, en tant que compagnie d'assurance, notre mission première, c'est de payer le capital d'essai suivant, vous l'avez dit, un certain nombre d'obligations légales ou réglementaires. Donc, si la clause bénéficiaire nous paraît sujette à un possible contentieux, voire même à quiproquo, ambiguïté, et qu'au moment du sinistre, nous, on sera dans une impossibilité de l'exécuter, ou qu'elle n'est parfois pas très claire, hein. Vous avez parfois des clauses bénéficiaires, vous ne savez pas vraiment qui est désigné ou en quel pourcentage. Dans cette hypothèse-là, oui, effectivement, on ne la valide pas et on la renvoie auprès du partenaire financier pour modification, ceci étant un prérequis pour avancer dans la souscription du contrat. Voilà. Et dans la manière que vous avez de travailler, est-ce que ça vous arrive régulièrement que vos intermédiaires, vos apporteurs viennent vous voir et vous disent, voilà, regardez, le client, il m'a demandé ça, il voudrait un peu faire ça, il voudrait un peu faire ça. Comment est-ce que je peux l'écrire et comment est-ce que vous pouvez me conseiller pour l'écrire afin que ce soit vraiment sûr et certain qu'en cas de décès de sa part, ça se passe comme ça? Est-ce Oui, que bien vous avez un sûr. service comme ça? Deuxième volet, vous avez raison, sur lequel nous on intervient également, c'est la rédaction de la clause bénéficiaire. Vous pouvez avoir parfois des partenaires qui ne sont pas du tout versés dans le contrat d'assurance, qui ne maîtrisent pas aussi forcément les aspects internationaux du contrat d'assurance, parce que vous pouvez avoir des bénéficiaires qui ne sont pas forcément des bénéficiaires en France, hein, qui sont des bénéficiaires à l'étranger, donc la fiscalité n'est parfois pas la même, etc. Ça nécessite une adaptation. Donc nous, dans cette hypothèse-là, bien sûr, ça ne nous pose pas de difficulté pour être proactifs envers eux et envers leurs clients, qui sont les nôtres aussi, bien sûr, pour pouvoir leur proposer, on a un certain modèle, ou en tout cas pour pouvoir leur proposer un modèle de clause bénéficiaire qui va sied aux besoins du client, oui, et ce que veut et à ce que veut le client. Ensuite, bon, je pense que comme la majeure partie des compagnies d'assurance, vous acceptez la clause qui met selon clause déposée chez Maître Intel, notaire A. Oui, ça ne nous pose pas de difficulté. La clause déposée chez Maître Inter. Alors là, c'est pareil, mais vous voyez, une clause simple de ce type-là, où on pourrait se dire, c'est déposé chez Maître Bernard. Oui, mais j'insiste toujours pour que ce soit déposé chez Maître Bernard et son remplaçant. Parce que si au moment du décès, Maître Bernard a prédécédé le client, Maître Bernard. Oui, Ouais. c'est des choses, parfois le diable dans la clause Alors, bénéficiaire. ça c'est très intéressant. Vous voyez, vous m'apprenez quelque chose, j'y avais même pas pensé. Alors, OK, comment vous faites s'il y a marqué déposé chez Maître Bernard, notaire à Paris 17e, et le jour où l'assuré décède, ben, Maître Bernard, lui, il est décédé depuis 25 ans, et Exactement. il y a Maître Julien qui a pris la succession. Vous Ah validez bah, ou vous allez commencer à dire on a un problème juridique? moi, je pense que juridiquement, je pense que ça peut aller, mais c'est aussi peut-être éventuellement de trouver le remplaçant de maître Bernard. Et puis, je pense qu'on arrivera à le trouver via la chambre des notaires, etc. Je pense que ça ne pourrait pas poser de difficulté. Sauf que dans l'intervalle, on ne paye pas le capital d'essai. Et nous, sur le marché français, on a 3 mois pour payer le capital d'essai. Sinon, on est soumis à pénalité. Si les recherches prennent un certain nombre de temps, ça nous sera reproché et on sera soumis à un certain nombre de pénalités, d'intérêts de retard ou autres. Donc c'est vrai que dans la clause bénéficiaire, le diable est toujours un petit peu dans les détails, même ce qui paraît très simple parfois, doit être toujours un petit peu étoffé pour éviter tout contentieux et tout quiproquo, et pour que nous, compagnies, on soit tout à fait à l'aise pour pouvoir payer le capital d'essai le moment venu. Ce qui est notre mission première de toute compagnie d'assurance vie, bien sûr. Ok. Bah, écoutez, l'émission touche à sa fin. Moi, j'ai quand même une suggestion à vous faire et je pense que ce serait vraiment une bonne chose. C'est d'envoyer un grand mailing à tous les clients en leur expliquant
qu'une clause bénéficiaire, c'est comme une voiture, ça se révise. Ça, c'est Et nous, on le fait, mais bon, quand tout va bien, et les gens y pensent pas. toujours pareil. C'est toujours Et pareil. puis, Quand tout va bien, tout va bien. Quand les marchés vont bien, tout va bien. Quand la situation familiale va voilà, bien, tout et va bien. puis, il y a des stratégies qui changent, il y a des choses qui changent, des enfants, des petits-enfants, des disputes, des choses des angles à arrondir. L'assurance vie, c'est un outil formidable en matière de succession parce qu'on est libre. On est libre de mettre qui on veut. Et donc, on peut régler beaucoup de problèmes, arrondir beaucoup d'angles, faire beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire, expliquer beaucoup de choses qu'on n'a pas pu expliquer. Et voilà. Et moi, je pense qu'il y a quand même une responsabilité des compagnies d'assurance de rappeler ça, surtout maintenant avec l'informatique, avec les mails, avec les choses comme ça. C'est pas coûteux. C'est pas une opération qui aurait été coûteuse comme il y a une trentaine d'années où il aurait fallu écrire, payer les enveloppes, payer les timbres. Là, c'est des mails qui parlent. Ça peut aussi passer par une sensibilisation vis-à-vis de vos intermédiaires et de Oui, c'est vrai. pousser les intermédiaires à aller eux-mêmes sensibiliser leurs propres clients. Comme de toute façon, vous avez toujours des obligations d'envoyer des comptes rendus annuels, et que c'est une obligation assez forte, que ce soit par courrier ou que ce soit par mail, mais il y a un compte rendu annuel qui part de la compagnie vers son assuré, peut-être rajouter ça et voilà, et expliquer que vous avez un service, que ce service, il est là pour gérer les problèmes, mais il est aussi là pour éviter les problèmes, pour discuter. Voilà, ça me paraît très bien et c'est sur ce message que j'ai envie de conclure. Mais je vais vous laisser 30 secondes de conclusion et on arrêtera après. Non, mais bah, vous avez raison, l'idée est bonne. C'est vrai que beaucoup de clients, d'intermédiaires voient le contrat d'assurance vie vraiment comme le placement financier. Ça, c'est évident que c'est un très bel outil, mais depuis quelques années, il a été vraiment dévoyé au placement financier. Mais à la base, le contrat d'assurance vie, c'est un placement d'assurance, c'est pas simplement un placement financier. Et qui dit placement d'assurance dit une importance justement pour désigner la clause bénéficiaire et qu'elle soit toujours en adéquation avec les besoins et les objectifs du client au moment de son décès. Ça, c'est sûr. Ok, mille merci Julien pour ce Voilà. partage. Merci À beaucoup très de nous bientôt. éclairer de vos lumières et on vous dit à très très bientôt. Au À revoir. bientôt. À bientôt. Bonsoir. La French Radio. Portugal.